C'est désormais officiel, Paul Pogba jouera désormais à Manchester United. Le club anglais a confirmé cette nuit l'information que le monde du football savait déjà. Bonjour à tous, bienvenue à la FSMS, donc à cette 4e conférence organisée par les Masters de Management du Sport, EMP, Parcours Création et Gestion des Unités Sportives et de Loisirs. Donc le mercato, marché des transferts, sont des expressions que nous connaissons tous, du moins dans la globalité, mais savons-nous vraiment de quoi il en ressort? Quels sont les acteurs qui prennent part dans les négociations? Qui fixe le prix d'un joueur et quels en sont les impacts? Autant de questions et bien d'autres que nous tenterons de résoudre aujourd'hui. Donc avec monsieur Jean-Baptiste Guégan à ma droite et monsieur Alfonso Stelitano à ma gauche. Donc n'hésitez pas à tweeter donc avec le hashtag CashMercato. Nathan, qui se trouve là-bas à ma droite, passera les questions au fur et à mesure de la conférence. Donc monsieur Guégan, expert en géopolitique du sport, je vais vous laisser vous présenter. Alors, je ne suis pas donc économiste du sport. Hein. Mon domaine d'expertise, c'est la géopolitique du sport et une certaine approche du sport business. Je suis enseignant et je suis ravi d'être là aujourd'hui. Ouais. Donc, monsieur Alfonso Stelitano. Merci pour l'invitation déjà. Il y a quelques temps, j'étais assis à votre place parce que j'ai fait un master en management du sport. Et voilà, par la suite, j'ai passé ma licence d'agent et aujourd'hui, c'est pour cela que je suis face à vous aujourd'hui pour qu'on en discute un peu. Voilà. Donc, on pourrait tout d'abord essayer de définir globalement le mercato au marché des transferts. Le mercato, c'est quelque chose de très simple. C'est 2 fenêtres de mercato, donc une en décembre, la première c'est en été, donc généralement entre le 10 juin et le 31 août, même si aujourd'hui la FIFA et tous les organismes essayent de réglementer cela et de fixer des dates à peu près équivalentes pour chaque fédération. Mais en gros, c'est une période où il y a des échanges de joueurs. Des clubs achètent des joueurs et des joueurs partent en France ou dans d'autres associations. Et la deuxième fenêtre de mercato, elle va arriver en janvier. Voilà, donc du 1er janvier au 31. C'est le même principe. Après, le mercato hivernal, c'est davantage un mercato d'appoint. C'est pas comme le mercato estival. Pour ceux qui connaissent un peu, c'est un peu différent. Voilà. C'est ça aussi la question qu'on peut se poser quand on pense à mercato. Pourquoi il y a des dates de début? Pourquoi il y a des dates de fin? À quoi ça correspond? Ça correspond juste à la reprise des championnats pour la plupart. Même si cette année, ils ont essayé de réduire un peu ce délai parce qu'avant, vous avez la possibilité d'acheter des joueurs alors que le championnat était déjà commencé. Là, petit à petit, ils commencent à réduire les fenêtres de mercato pour que lorsque le championnat débute, chaque équipe ait son équipe jusqu'à la fin de la saison, enfin en tout cas jusqu'à la prochaine fenêtre de mercato. Voilà. Très bien. Monsieur Guégan, votre analyse un petit peu du mercato? Le mercato, c'est aussi des sommes d'argent, c'est-à-dire que si on cumule la totalité des transferts qui sont faits à l'échelle globale, on dépasse des sommes on atteint des sommes qui voisinent avec les 5 milliards de dollars échangés. On est sur des sommes qui sont sans cesse croissantes et c'est ça qui fait l'intérêt du mercato. C'est outre la dimension sportive de voir des grands joueurs arriver dans des grands clubs, c'est aussi les sommes qui vont de pair. C'est ça qui fait parler, c'est ça aussi qui fait qu'il y a derrière un intérêt et beaucoup de fantasmes autour du mercato. Si on regarde aujourd'hui, il n'y a pourtant que moins de 20% des transferts qui génèrent des indemnités. Et dans ces transferts-là, on va avoir aussi des prêts, on va avoir aussi énormément d'échanges de joueurs. Et donc on va avoir une concentration de ces transferts sur les ligues les plus importantes. Alors en France, on parle de Big Five, mais c'est les plus grands championnats, auxquels on pourrait ajouter par exemple la Turquie, la Chine. Alors la MLS, c'est encore différent. Mais donc on est sur un marché avec des sommes qui sont sans cesse croissantes et qui sont liées aussi à la valorisation du produit football. Très bien. Je pense que c'est une bonne introduction pour poser un petit peu les bases. Monsieur Stelitano, on le rappelle, vous êtes agent de joueur agréé par la FFF. D'ailleurs, du coup, vous avez fait l'école des agents de football. Peut-être nous en dire plus sur cette école. Il y a une école qui me semble est également à Lille, qui a quelques... il doit y avoir Nantes, il doit y avoir Bordeaux,
Enfin bref, ils sont un peu partout en France et ça me permettait en tout cas de me lancer dans ce que je voulais faire, donc le métier d'agent. Parce que le métier d'agent, c'est une vraie profession. Souvent, on est un peu décrié à tort ou à raison, hein, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'argent qui est généré par ce business du foot, mais c'est un vrai corps de métier, c'est-à-dire qu'on a la vie de famille entre les mains. Il ne faut surtout pas prendre cela à la légère, et c'est pour cela qu'une formation solide, et que ce soit en droit ou dans pas mal de domaines, c'est essentiel. Et donc le HJF m'a permis en tout cas de me préparer à ce concours. Il y avait 13 matières de droit général, du droit associatif au droit social, droit du travail, droit du sport, et ça c'était pour la première partie. Il faut avoir la moyenne, donc 10 sur 20. Et sur la deuxième partie, c'est uniquement FIFA, FFF et LFP. LFP, donc c'est la Ligue de football professionnel, Fédération française de football et la Fédération internationale. Et ça nous prépare en fait, voilà, dans tous les domaines à cette formation-là. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais ça peut être utile en tout cas, et c'est essentiel, je pense, pour pouvoir faire son métier au mieux. Pour compléter peut-être, donc, du coup, que représente le mercato dans votre secteur d'activité, donc dans votre métier? Je pense que ça prend une bonne partie du temps. Ce qui est drôle en fait, c'est que si on fait vraiment bien son boulot, le mercato en fait, c'est là où on finalise. Donc au final, c'est là où c'est intense, mais c'est en amont. C'est en amont que tout est préparé. Lorsque je fais signer un joueur, généralement, déjà au mois de novembre, décembre, il y a des clubs qui viennent voir les joueurs. Parce que si je commence à envoyer des clubs au mois de mai, ça veut dire que je passe après tous les autres dossiers qui sont passés avant. Et donc au final, vous pouvez avoir un coup de cœur pour un joueur, mais si je ramène un club étranger ou français observer un joueur, peut-être que ce coup de cœur sera moins naturel. Donc c'est extrêmement important de préparer tout ce que l'on fait et d'anticiper. Dans d'autres domaines, ça doit être la même chose, j'imagine, dans d'autres domaines du sport ou autres. Mais c'est essentiel. Donc du coup, une bonne partie de l'année sur les terrains, avec les clubs. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, je pense que j'ai eu un dimanche de repos, un jour de repos depuis septembre. Et encore, j'étais malade. Voilà. Donc ouais, c'est un métier qui prend beaucoup de temps, il y a beaucoup d'investissements humains, financiers, mais c'est une vraie passion. C'est un métier passionnant, mais il faut aimer ce qu'on fait. Il faut aimer l'humain, il faut aimer le contact avec les gens, il faut être très carré dans son travail, parce qu'encore une fois, vous avez l'avenir de famille, l'avenir de gamin entre les mains, il ne faut surtout pas déconner avec ça. Et faire passer l'aspect financier après tout ça, parce que c'est le travail qui va amener le joueur, la famille, à pouvoir en vivre décemment. Voilà. Monsieur Guégan, donc, expert en géopolitique, donc vous, dans votre secteur d'activité, que représente le mercato? Est-ce que vous y avez facilement accès? Alors, moi, contrairement à Alfonso, je suis plus un observateur. Et donc, en tant qu'observateur, le mercato, c'est un des sujets qui nous intéresse parce que c'est un baromètre de l'activité économique du football, de sa dérégulation aussi, de ses grandes évolutions. On voit au travers du mercato comment les revenus du football augmentent. On voit aussi comment ils se concentrent à certains endroits. L'apparition, par exemple, de super teams, de super grandes équipes se voit aussi au travers des mercatos. Là, cette fois, en tant qu'expert en géopolitique, ce qui était intéressant avec le dernier mercato, et notamment la vidéo que vous avez montrée, c'est les conséquences et les implications géopolitiques du transfert de Neymar, par exemple, au PSG. Le PSG, aujourd'hui, c'est l'équipe nationale du Qatar. C'est-à-dire que c'est la vitrine, finalement, de ce petit émirat dans le monde. Le transfert de Neymar, il répond autant à une logique sportive et économique qu'à une logique et une stratégie géopolitique. Et pour, justement, l'observateur que je suis, c'est de plus en plus intéressant de voir comment des acteurs comme Manchester City, comme le PSG, vont utiliser le football, plus généralement le sport, pour répondre à des intérêts qui sont ceux de leurs États, donc de ceux qui les financent. Et en l'occurrence, avec Neymar, on a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Si tu veux qu'on commence là-dessus, vous prenez par exemple le transfert de Neymar, pour situer rapidement les choses. Au moment où le transfert de Neymar se passe, on est en pleine crise dans le Golfe depuis février. Le Qatar, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite sont dans une situation de tension qui fait que le Qatar est en situation de blocus. La seule frontière terrestre qu'il a est bloquée. Or, cette frontière permet au Qatar de s'approvisionner et permet notamment à tout ce qui est marchandises de venir, notamment pour construire les stades de la Coupe du Monde 2022. Donc on est dans un contexte de crise régionale. Cette crise régionale, elle dure. Et c'est dans ce cadre-là que l'Arabie saoudite formule les accusations vis-à-vis du Qatar et le présente comme un État terroriste et finançant le terrorisme.
Ça veut dire que médiatiquement, le Qatar se retrouve pointé du doigt. Il faut répondre. Le PSG, l'année précédente, avait déjà fait une offre à Neymar avec un montant qui était, en termes de salaire, 20% inférieur à celui qui touche aujourd'hui, avec une indemnité à peu près de 180 millions d'euros. En tout cas, c'est ce qui était prévu. Le clan Neymar en avait profité pour réévaluer ses émoluments au sein du FC Barcelone et avait négligé la proposition parisienne. Là, la décision au Qatar est prise, il faut un joueur. Il faut un joueur pour le PSG, certes, pour lui faire passer un cap, mais il faut aussi aller au-delà. Et ils vont se servir du football pour reprendre la main médiatiquement. Le transfert de Neymar, il fallait qu'il se fasse, à tout prix. S'il avait fallu mettre plus de 220 millions d'euros sur la table, il les aurait mis. Et en l'occurrence, là, c'est un transfert qui, salaire compris, alors en dehors de tout ce qui pourrait être ajouté avec des primes de victoire, etc., va voisiner avec les 500 millions d'euros, ce qui est colossal. Hein. C'est-à-dire que c'est quasiment 2 fois le budget de Lyon en total sur un seul joueur. C'est énorme. Ce transfert-là, il répond à un besoin sportif, économique, c'est-à-dire justement valoriser le club et donner au club une dimension internationale encore plus marquée, mais surtout il répond à une nécessité, reprendre la main médiatiquement, et ça fonctionne. C'est-à-dire qu'en mettant 220 millions d'euros sur la table tout de suite, en allant chercher le meilleur joueur du monde, en tout cas la plus grande promesse du marché, vous arrivez à une chose, c'est que pendant 3 mois, on n'a parlé que de Neymar dans les médias français, en omettant tout le reste. Et le Qatar n'a plus été présenté médiatiquement comme étant un État finançant ou potentiellement finançant le terrorisme, mais au contraire, comme l'État propriétaire du PSG ayant acheté Neymar. Ça, c'est de la géopolitique. Donc presque 500 millions, c'est quand même, pour les personnes lambda, ça paraît des sommes indécentes. Alors encore une fois, il faut distinguer l'économie de la morale. Les sommes sont celles que le marché génère et dans certains cas, il peut y avoir une dimension irrationnelle. Après, objectivement, vous avez le meilleur joueur du monde, qui est jeune, qui peut vous faire gagner des titres, ce que cherche le PSG. Derrière, il y a aussi une capacité pour le joueur à faire passer au club un stade. La preuve, il suffit de regarder le nombre de followers sur les réseaux sociaux du PSG avant et après Neymar. On est sur une progression sans commune mesure. Ça permet, contre une somme, ce qui est certes conséquence, une valorisation du PSG. Mais on a la même situation avec Ronaldo. Quand on met des sommes qui dépassent les centaines de millions d'euros, vous attendez une plus-value. Cette plus-value, elle arrive. Et si on met 100 millions d'euros, c'est qu'on est quasiment certain de récupérer davantage. C'est une économie. Vous n'êtes pas sur une économie à fond perdu. Ça va valoriser les clubs de Ligue 1, ça va valoriser les clubs dans lesquels ces nouveaux joueurs arrivent. Regardez la valorisation boursière de la Juventus depuis que Ronaldo est arrivé. La vente de maillots aussi. Alors la vente de maillot, c'est particulier parce que ça dépend de la relation que le club a avec son équipementier et du pourcentage. Quand vous voyez le prix d'un maillot que vous achetez, vous, un réplica, entre 80 et 120 euros suivant les types de maillots, le club va toucher entre 8 et 15% à peu près. Après, ça dépend des contrats, on ne sait pas tout, ça dépend des bonus, ça dépend du nombre. Mais il y a tout ce qui est merchandising au sens large. Et effectivement, c'est un vrai booster. On peut imaginer par exemple que sur les transferts des Galactiques au Real de Madrid, donc l'époque des Zidane, Ronaldo, etc., une bonne partie des transferts, c'était le cas aussi avec Ronaldo, ont pu être amortis en grande partie par l'explosion des revenus merchandising. Mais il n'y a pas que ça. Avoir un grand joueur, c'est la perspective d'avoir du spectacle, c'est la perspective de gagner, et ça accroît votre attractivité pour vos sponsors, pour vos partenaires, et ça permet aussi derrière de valoriser le championnat dans lequel vous êtes, et ça a un impact sur les droits. D'accord, je pense que c'est assez complet. Ça permet de comprendre peut-être un peu mieux pourquoi autant de sommes sont dépensées chaque été et chaque hiver. Peut-être que du coup, maintenant qu'on a compris un petit peu pourquoi il y avait un transfert, pourquoi il y avait un mercato, peut-être que vous pourriez nous détailler un petit peu les étapes d'un transfert, quels sont les acteurs qui y prennent part. Il y a beaucoup d'éléments à prendre en considération. L'aspect sportif, dans un premier temps, un cas comme Neymar ou autre, ça dépasse le cadre sportif. Mais en règle générale, vous avez une cellule de recrutement qui travaille au sein d'un club et qui va fixer des besoins, des lignes en tout cas à suivre pour se renforcer pour la saison d'après. Ou en tout cas pour le mercato hivernal, pour la fin de saison. Et ça dépend des clubs après. Chaque club a une spécificité. Vous avez le directeur sportif qui travaille en accord avec son staff. Vous avez certains présidents qui parfois ont un peu aussi leur mot à dire parce que c'est eux qui ont l'aspect finance. Tout est
Tout dépend en fait réellement de chaque club. Vous avez des particularités dans chaque club, mais en règle générale, c'est ça. C'est que vous avez une cellule de recrutement qui cible des joueurs par rapport à des profils qui sont demandés. Et tout au long de la saison, les recruteurs vont les voir 4, 5, 6 fois au cours de la saison. Et il y a des annotations qui sont faites sur chaque joueur, Et de là, vous avez une shortlist de joueurs ensuite qui est utilisée par chaque club. Et des négociations commencent avec les agents, avec les familles et les clubs. Voilà. Ça s'appelle des scouts, les personnes qui sont envoyées chaque week-end sur les terrains. Du coup, est-ce que vous discutez, vous, un petit peu avec ces personnes-là qui sont sur les terrains? Est-ce que vous traitez directement avec les clubs? Tout dépend. Le premier contact que l'on a, c'est le recruteur. J'ai un joueur en équipe de France U17, je suis parti en Pologne. Il y avait des recruteurs de toute l'Europe. La semaine d'après, il y avait le tournoi du Val-de-Marne en Ile-de-France. Il y avait aussi tous les recruteurs de quasiment toute l'Europe. Donc au final, on est en contact permanent avec les clubs. Ensuite, lorsque les discussions commencent à évoluer sur du concret, là oui, il y a des contacts entre clubs. Parce qu'après, nous, on n'a pas la main sur le joueur, c'est le club qui est prioritaire. Et nous, là-dessus, nous, on n'intervient pas. Ce sont les clubs entre eux qui s'accordent ou pas. Voilà. Pour revenir un petit peu sur l'aspect financier du mercato, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les règles, les normes qui sont entre guillemets à respecter lors d'un transfert? Alors, ça dépend ce que vous entendez par règles et normes. Si c'est pour le prix du joueur et savoir comment ça se calcule, ça dépend vraiment du marché, et là, ça dépend d'autres choses. Il y a le CES, par exemple, qui a travaillé sur cette question-là et qui a construit un algorithme qui, en fonction de l'âge, des performances du joueur, du nombre de sélections, et il y a encore plein d'autres critères. C'est Raphaël Poli qui a construit ça, notamment, a construit un outil qui permet de valoriser le joueur et de comprendre comment évolue sa valeur. C'est ce que la FIFA va tenter d'utiliser maintenant pour prendre la main sur le système des transferts avec une chambre de compensation. Mais ça, je pense qu'on pourra en parler après. Après, pour ce qui est des normes, là c'est plus Alfonso qui pourra répondre, puisque les transferts doivent être enregistrés. Ils passent tous par le système FIFA TMS, où vous avez systématiquement un enregistrement qui est fait. S'il dépasse la date limite, le transfert n'est pas validé. Ces transferts, ils correspondent aussi à un enjeu pour les clubs. Ils montrent deux choses. La professionnalisation des clubs. Plus un club est structuré, mieux il est structuré, plus il prend en amont ses mercatos. Donc c'est un enjeu là pour vous qui êtes étudiant en management du sport. Un mercato réussi, c'est aussi la marque d'un club structuré. On a pu voir par exemple le mercato de Rennes. Il était réussi sur le papier. Il témoigne aussi d'une reprise en main du club et d'une réorganisation par Olivier Létang depuis qu'il est arrivé. Bon, après sportivement, c'est autre chose. En tout cas, le mercato était réussi. Ce que ça montre aussi, c'est la stratégie économique d'un club. Vous prenez Lyon, par exemple. Le joueur est vu comme un actif. C'est-à-dire, il faut savoir que pour le budget d'un club et pour ses revenus, le joueur est important parce que c'est une source potentielle de revente. C'est quelque chose on appelle ça le trading joueur, compte énormément. La France est un des États, enfin du moins un des marchés qui considère le trading joueur comme essentiel pour sa croissance. Et donc là, on a d'autres règles. C'est-à-dire que, outre la dimension sportive, il y a une vraie dimension économique derrière. Et puis, ça pose une vraie question d'organisation. Vous voyez tous les clubs, de toute façon, qui ratent leur mercato parce que, justement, le président s'en est mêlé, ou parce que vous avez un obscur conseiller qui vient donner un conseil à. En général, c'est un ratage complet. Et ça se voit aussi ailleurs. Ce qu'on constate, on le voit notamment en Angleterre, en Allemagne et ailleurs, il y a une vraie professionnalisation des structures. Et le fait d'avoir un statut d'agent en France, ça permet ça. C'est-à-dire que la France est encore le seul, aujourd'hui, championnat à délivrer une licence obligatoire pour exercer. C'est-à-dire que ce n'est pas le Far West comme ça peut être le cas ailleurs. Oui, ça c'est très intéressant aussi. Je pense qu'on va pouvoir en parler. Je rejoins sur ce que dit Jean-Baptiste. En gros, c'est vrai que vous avez chaque club qui a ses particularités, son mode de fonctionnement. Mais ça se voit tout de suite et ça se voit sur les résultats. Bon, sportivement, peut y avoir parfois des incohérences, mais malgré tout, la politique sportive va amener un club à briller ou pas. Et c'est là où je te rejoins sur ce que tu disais. Il y a certains clubs où c'est un peu plus compliqué. Donc c'est pour ça qu'il faut connaître réellement chaque club. Et sur ta question, Théo, c'était ? Non, c'était ça. Continuer sur ça. Plus un club est structuré, comme disait Jean-Baptiste,
plus les transferts sont réussis. Un club, c'est une société classique comme vous pouvez avoir dans tous les domaines. Et mieux elle est structurée, plus c'est efficace. Et certains clubs, vous le voyez, hein, des clubs comme Lyon sont extrêmement bien structurés. Pour ne citer que, il y en a d'autres. Mais il y en a d'autres, c'est un peu plus compliqué. Parce que justement, c'est pas clair, c'est pas... Il y a des choses peut-être à modifier ou autres. Après, moi, je ne suis pas dans les clubs, donc je ne vais pas me permettre de fixer ce jugement-là. Mais malgré tout, il y a des certitudes. Et ces certitudes permettent à des clubs comme Lyon, encore une fois, de pouvoir exceller aujourd'hui et d'avoir des joueurs avec un potentiel intéressant. Ils recrutent quasiment les meilleurs jeunes dans chaque génération. Que ce soit les 2000 par exemple, là récemment, où ils ont pris des joueurs comme Lenny Pintor ou Marcelet. Ça leur permet d'avoir une avance stratégiquement par rapport à d'autres clubs, comme le Paris Saint-Germain, qui eux vont se positionner sur des joueurs qui sont déjà comme Neymar. Bon, Mbappé, c'est autre chose, mais c'est une exception. Mais sinon, un Di Maria, un Drexler, c'est peut-être des joueurs que n'auront pas pu se payer peut-être l'OL. Et stratégiquement, leur stratégie, ça a été de se positionner sur des joueurs, à mon avis en tout cas. Et ça a payé. À fort potentiel en jeunes. Ouais. Beaucoup de leurs investissements sur les jeunes, ça a payé. Bien sûr. Benzema, c'est une école qui est reconnue et connue aujourd'hui dans le monde entier. Je crois qu'elle est, sur certaines études, elle fait partie des clubs qui font jouer le plus de jeunes issus du centre de formation, avec le Barça, je pense, et Milan. C'est le premier centre de formation, parce qu'il y a un classement des centres de formation qui sort chaque année. Je ne sais plus exactement comment c'est calculé sur le taux de signature professionnelle. Ouais, il y a plein d'éléments qui sont pris en considération, mais en gros, c'est la bonne gestion de votre centre de formation. Et parce que la finalité, en fait, quand vous rentrez dans un centre et que vous signez votre premier contrat aspirant, en fait, vous avez le contrat aspirant qui est le premier contrat, le contrat stagiaire, ensuite le contrat pro. Lorsque vous signez votre contrat aspirant, votre but, bien évidemment, c'est de devenir professionnel. Et c'est là-dessus que sont valorisés les clubs qui arrivent à mener les jeunes à un double projet éducatif et projet sportif, en signant professionnel dans le club du centre, voilà, où ils ont signé. Donc, le classement, vous l'avez peut-être un petit peu en tête? En toute sincérité, je ne l'ai pas en tête, mais Lyon, il me semble, doit être le premier, et quasiment sûr. Et la stratégie des clubs, de toute manière, c'est des stratégies sur le long terme. Les 5 premiers sont quasiment toujours identiques. Voilà. Pour rebondir un petit peu sur ce que disait Jean-Baptiste, il parlait de licence agréée par la FFF. C'est vrai que dans le milieu du foot, il y a beaucoup de personnes qui se disent agents de football. C'est facile à gérer? Comment Justement, pour parler de ça, encore une fois, j'en discutais tout à l'heure. Je milite pour ma profession parce que c'est une vraie profession utile et surtout qui a un but, c'est de pouvoir guider des familles qui se retrouvent dans un milieu qui est extrêmement concurrentiel et extrêmement compliqué, parfois aussi un peu avec des faces un peu néfastes, un peu sombres. Et nous, notre but à nous, c'est justement de les amener au mieux vers tout cela, de les conseiller au mieux et de les préparer au mieux à tout cela. C'est pour ça que notre rôle il est très important. Et si nous, on a une licence en France, et heureusement qu'on l'a encore, mais sachez que l'Europe et la FIFA sont en train de se pencher sur le sujet pour justement réinstaurer une licence. Parce que cette licence, elle est primordiale. Ça veut dire que vous avez des connaissances juridiques, fiscales, dans tous les domaines que vous pouvez avoir besoin pour justement pouvoir gérer la carrière d'un joueur.